Motorola. Bon, forcément vous connaissez, c'est une énorme marque. À une époque c'était le top du top en téléphone. Et aujourd'hui, bon, ils sont un petit peu tombés dans l'oubli. Quand ils sortent un téléphone, on est un peu en mode... On bat les couilles, frère. Et bien pour une fois, dans cette vidéo, on va vous parler de 2 smartphones Motorola. Et ce coup-ci, j'ai envie de vous dire... Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Parce que pour une fois, on a l'impression que les ingénieurs de Motorola, ils ont un peu craqué leur slip. Ils ont enfin lâché la barre et ils se sont éclatés. Ils ont sorti un téléphone qui donne vraiment envie, qui est vraiment peaufiné et qui, tout simplement, peut être conseillé. Et en plus, on va voir ça, il y en a un des deux, il a un prix vraiment très correct. Chez Motorola, les smartphones pliants, ils s'appellent Razr. Ça fait référence à des smartphones un peu iconiques qui sortaient il y a très longtemps et qui étaient très vendus et que tout le monde avait. Et aujourd'hui, ils essaient de reprendre ce nom, de relancer avec des smartphones pliants modernes. Jusqu'ici, on va dire qu'ils faisaient un peu acte de présence. C'était plus pour dire, regardez, on sait faire. Mais bon, c'était un peu des protos, c'était pas des smartphones totalement finis. On n'était pas ultra enchanté par ce téléphone. Ouais, ils avaient des qualités, ouais, c'était marrant à utiliser, c'était intéressant. De là, vous le conseillez, bon, il y avait quand même un pas. Cette année, je pense que tout va changer et on va même pouvoir carrément hésiter avec la gamme de Samsung qui jusqu'ici est vraiment tout seul sur les pliants. En plus, Motorola, ils ont les dents longues, ils en sortent pas un seul, ils en sortent 2. On a le Razr 40 Ultra, tout équipé, c'est vraiment tout ce qu'ils savent faire. Lui, il est à 1200 €, c'est pas mal comme prix, ça reste quand même très proche de ce que propose Samsung aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a le Razr 40 un peu plus raisonnable, avec un écran plus petit, avec toujours ce côté pliant, mais voilà, qui va moins en mettre plein la vue. En revanche, il est à 900 €, donc c'est la première fois qu'on a un smartphone pliable sous les 1000 € en France. Ça fait très plaisir. On va commencer avec le Razr 40 Ultra qu'on a là, et la première chose qui saute aux yeux, c'est évidemment son écran externe de 3,6 pouces, magnifique, franchement somptueux. C'est fait pour être remarqué, et franchement, on le remarque, il est là, il est pleine façade, pleine face, c'est beaucoup plus grand que ce que fait Samsung, et au passage c'est également du Full HD, du vrai Full HD, en 144 Hz, ça ne sert à rien, mais ça fait plaisir. Je précise que quand je dis que ça sert à rien, évidemment le Full HD par contre là c'est très cool, on peut carrément regarder YouTube, je l'ai fait hier soir, ça marche très bien, on a une qualité qui est correcte. Donc voilà, un vrai écran externe utilisable. On peut même lancer des applications un peu reloues d'habitude avec les écrans externes, avec les formats etc, comme Instagram, et regardez, ça marche, c'est fantastique. Alors c'est pas extraordinaire, on a un affichage qui est pas parfait, qui est un peu cassé, qui est un peu trop grand pour l'écran ou quoi, mais voilà, si on veut, on peut. On peut aussi imaginer lancer Chrome par exemple pour naviguer, lire quelque chose rapidement dans le bus. En fait, c'est carrément un espèce de petit Android miniature sur 3,6 pouces que vous avez même les petits raccourcis, voilà, vous avez la possibilité de changer la luminosité, voilà, lancer du son, lancer une vidéo, enfin, on a un écran externe qui est totalement utilisable comme sur un Fold. C'est pas juste un petit bonus, un petit truc clinquant, c'est un vrai usage, et bravo Motorola, parce que ça fonctionne. Il y a aussi quelques petits widgets, météo, agenda, on peut rajouter Google Fit, Google Actu, mais globalement je trouve que le plus intéressant c'est de pouvoir lancer les applis qu'on veut utiliser sur un écran externe. Super. Motorola nous avait aussi montré des petites fonctionnalités sympas que moi je ne retrouve pas encore sur mon modèle de test, je pense que ça arrivera avec une mise à jour, donc je vous en parle rapidement. On a la possibilité de forcer n'importe quelle application en très grand écran comme ça pour qu'elle vienne couler jusqu'en bas de l'écran, carrément derrière un peu les capteurs photo. Pour l'instant il n'y a que sur l'appareil photo que j'arrive à le faire, mais normalement moi dans ce que j'ai vu on peut le faire sur n'importe quelle application. Ça va évidemment dépendre de l'interface, mais pareil c'est très joli, ça a quand même quelque chose d'assez sympa. Autre truc qu'on nous a montré, il y a plein de petits jeux fournis normalement avec le téléphone qui sont adaptés à l'écran externe. Pareil, c'est peut-être un peu gadget, mais ça permet de renforcer cette impression qu'on a une vraie plus-value et un vrai produit fini avec des vrais usages que nous propose Motorola directement. Bon, on va peut-être l'ouvrir un petit peu ce téléphone. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un écran 22/9 comme sur le Flip. C'est un petit défaut qu'on peut noter. C'est-à-dire que quand on va regarder des vidéos, on va souvent avoir des énormes bandes noires sur les côtés. Bon, ça c'est un des défauts du format. Il faut vivre avec, mais je vous le dis quand même, si vous êtes intéressé. Un autre truc qui va évidemment vous sauter aux yeux, vous qui regardez ça sur un YouTube en 60p, c'est que l'écran est 165 Hz. Ça va très vite. Alors évidemment, je ne fais pas la différence entre un écran 120 Hz et 165 Hz, vous m'excuserez, mais bon, ça va vite, voilà, c'est cool. D'ailleurs, vous m'avez vu passer le doigt sur la pliure, qui est souvent le truc un petit peu qui fait peur sur les pliants. Là, franchement, c'est du tout bon, on la voit quand même très peu. On la sent aussi très peu, c'est une charnière en goutte d'eau qui a cet avantage d'être quand même très peu visible et aussi de pouvoir fermer complètement le téléphone et qu'il n'y ait aucun espace, ce qui va éviter d'avoir des poussières qui s'invitent quand on l'a dans la poche. On retrouve évidemment toutes les fonctionnalités qu'on attend sur un Flip, avec la possibilité par exemple de permettre aux gens que vous prenez en photo de se voir. On a aussi la possibilité de capter l'attention par exemple d'un enfant ou peut-être d'un animal avec ce genre de petit smiley. Ça c'est un petit plus qu'on n'avait pas encore vu chez Samsung, c'est plutôt malin. On retrouve aussi le mode flex qu'on connaissait déjà chez Samsung qui permet de séparer l'affichage de YouTube
en deux, d'avoir vraiment la vidéo en haut, les commentaires et tout ça en bas, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus adapté à ce form factor. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé si c'était possible de forcer le mode flex sur toutes les applications comme c'est possible sur Z Flip. Je vous dirai ça dans le test complet que vous retrouvez sur Fandroid, bien sûr. Bien sûr, pour ceux qui sont fans de Motorola, vous l'attendez, on retrouve les gestes de Motorola. Voilà, là, par exemple, j'ai fait un twist avec le bras, ça ouvre l'appareil photo. Si je le refais, hop, ça passe sur le capteur selfie. Si je fais 2 coups de hache parce que je joue beaucoup trop à Zelda, je vais avoir le flash qui s'allume, et ainsi de suite. J'ai bien l'air con. Sur le reste, c'est un téléphone relativement classique, voire un peu mal équipé pour son prix. Vous connaissez, les flips, souvent en photo, ça va pas non plus être ça. Ils n'ont pas de téléobjectif en général, c'est le cas aussi ici. Vous avez un 12 mégapixels en grand angle et un ultra grand angle 13 mégapixels. Et le capteur selfie, c'est 32 mégapixels, donc c'est une fiche de spec qui est quand même un peu légère pour du 1200 €, mais en même temps, bon bah voilà, on a d'autres avantages pour ce prix. Très rapidement, sous le capot, on trouve un Snapdragon 8 Plus Gen 1. C'est pareil que sur le Z Flip 4. C'est peut-être un peu en retard par rapport au Z Flip 5 qui arrive. Voilà. On a 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, quoi qu'il arrive. Il est compatibilissime. On a un capteur d'empreinte sur le côté. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il est là. On a également une petite batterie de 3800 mAh. D'après nos premières estimations, ça semble pas être incroyable en autonomie, je pense qu'on tient la journée, bon voilà. C'est du flip, c'est très très fin, on l'a pas dit, mais c'est quand même un form factor qui est ce côté un peu écrin, un peu bijou, voilà, je pense qu'il joue à fond là-dessus Motorola. On a une charge de 30 watts, ce qui est pas extraordinaire, mais ce qui est un tout petit peu plus rapide que les 25 watts de Samsung, en plus le chargeur est fourni. Et on a également 5 watts en sans fil. Je précise également qu'on a ici le coloris noir. On a aussi des coloris beaucoup plus péchus évidemment avec un smartphone qui ressemble à un poudrier, il faut que ça envoie. Et donc on a un coloris bleu et un coloris magenta que je trouve de toute beauté. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Par contre, un petit truc sur lequel ils sont un petit peu derrière Samsung, il n'est que IP52. Il est résistant à la poussière contrairement au Z Flip, mais par contre sur l'eau il faut faire très attention. Le Z Flip 4, lui, il peut être carrément plongé dans l'eau, il n'y a pas de problème. Là, il faut faire très attention, avec un tout petit peu de protection, il peut arrêter de fonctionner. Donc voilà, c'est un petit désavantage de la pliure qu'a choisi Motorola. Bon alors, est-ce qu'on préfère un Z Flip? Bah je pense que ce qui va vraiment décider, c'est à quel point vous voulez craquer pour cet écran externe, mais aussi, est-ce que vous aimez One UI ou pas, l'interface de Samsung? Parce que là, vous avez un Android quasiment pur, en tout cas très proche de ce que peut faire Google, avec la petite surcouche Motorola. C'est quelque chose de très discret et franchement je sais qu'il y a des gens qui aiment, donc ça peut être aussi un petit avantage de ce téléphone. On passe au Razer 40, alors malheureusement je ne l'ai pas avec moi mais je l'ai vu. C'est grosso modo le même design, si ce n'est qu'en face avant vous allez avoir un écran beaucoup plus petit, il passe à 1,5 pouces et en plus il est en 60 Hz. Oh là là, c'est tellement lent sur un écran aussi petit, c'est très très grave. Non, pas du tout, on s'en fout, c'est tout à fait suffisant. Alors je l'ai vu cet écran, je dois dire que moi qui suis un peu fan du Z Flip, je trouve que c'est un chouette format. Ça fait quand même un peu petit là, je me vois très bien quand même beaucoup moins utiliser mon écran externe que sur un Z Flip de Samsung. C'est beaucoup plus minimaliste, on a quelques widgets, on peut prendre des photos avec effectivement et puis ça s'arrête là. Surtout quand on le compare à ça ou au futur Z Flip 5 qui lui aussi aura vraisemblablement un écran plus grand, on est dans quelque chose de beaucoup moins développé. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut rechercher aussi, juste de pouvoir voilà, fermer son téléphone, déconnecter, et si on a une urgence, pouvoir être prévenu, avoir accès quand même à 2-3 trucs, la météo, les SMS et terminé. Pour les bidouilleurs, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir ce format-là. Par contre, j'étais un peu déçu par la luminosité, j'ai pris des photos en extérieur, et juste je me voyais pas dedans quoi. Peut-être qu'il y a un réglage pour booster la luminosité, mais attention à ça. C'est assez amusant en photo, ils ont mis 64 mégapixels, ce qui semble énorme face aux 12 mégapixels du Ultra. On pense que c'est un capteur qui est peut-être un peu moins grand ou un peu moins qualitatif. On a également un ultra grand angle 13 mégapixels et à nouveau le selfie 32 mégapixels. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est très semblable sur les deux téléphones. Pour ce qui est de l'écran interne, on est sur quelque chose de très très proche. On passe à 144 Hz, oh mon dieu. Comment est-ce qu'on va survivre, vraiment? Bon non, ça reste très très rapide. On a 6,9 pouces, c'est exactement la même taille. Enfin bref, tout est pareil, à part la fluidité. Donc là aussi, ça promet quand même d'être assez qualitatif. On verra ça en test, on vous le dira, mais pour 900 €, ça a l'air d'être un bon deal quand même. Sous le capot, on trouve une puce un peu moins puissante quand même. C'est un Snapdragon 7 Gen 1. C'est une puce que j'ai pas encore beaucoup vue, donc je peux pas trop vous en dire. C'est une puce haut de gamme, mais quand même un peu moins puissante que 8 Plus Gen 1. C'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Autre petite différence rigolote, la batterie est plus grande. Et oui, car vu que l'écran prend moins de place, et ben on a plus de place pour mettre de la batterie. Alors Motorola a dit, allez, vas-y, on met plus de batterie, on y va. Donc ils sont passés à 4200 mAh, ce qui commence à ressembler à une batterie de taille normale pour un téléphone. Donc là aussi, on a hâte de pouvoir tester l'autonomie et vous dire ce qu'il en est. Attention tout de même, la taille de batterie, ça veut pas dire forcément bonne autonomie. Ça va beaucoup aussi dépendre de l'optimisation qui a été faite. Et sur le reste, c'est tout pareil. On a de l'eSIM, on a
256 Go de stockage, 8 Go de RAM. On a également une charge sans fil de 5 watts, une charge de 30 watts, bref, c'est quasiment les mêmes téléphones, si ce n'est l'écran externe, vous avez compris. Si vous avez vraiment flashé sur ce téléphone et que vous voulez craquer dès maintenant, bon, je vous le conseille pas, il faut quand même lire les tests de Frandroid avant de craquer, mais bon, voilà. Sachez que le modèle Ultra, il sera disponible début juin à 1199 € un peu partout, et le modèle 40 avec l'écran un peu plus petit, il sera disponible à 899 € plutôt vers fin juin, début juillet. Donc il faudra attendre un tout petit peu plus. À un moment où le marché devient de moins en moins concurrentiel avec des marques qui risquent de partir de France, je vous refais pas le topo sur Oppo et OnePlus, mais bon, vous avez une vidéo pour ça. À un moment également où Google ne sort pas ses smartphones pliants en France, et en plus s'ils étaient sortis, bon, ça aurait été à des prix pas possibles, et bah écoutez, ça fait plaisir de voir que Motorola arrive dans le game avec des prix très intéressants. Franchement, 900 € pour un pliant, on va le redire, c'est une première, et il faut quand même le reconnaître. Et d'habitude, Motorola, ils ont des smartphones, on va dire, qui ne sortent pas vraiment du lot, qui sont bien spéqués en soi, mais qui ont du mal vraiment à se faire remarquer. Là, ils arrivent en force avec des produits intéressants sur le papier, et intéressants sur ma première prise en main. Donc bah écoutez, pour une fois, bravo Motorola, et continuez comme ça. Je le répète encore une fois, ça fait pas très longtemps que je l'ai entre les mains, on a quand même envie de le tester de fond en comble avant de vous dire s'il faut vraiment l'acheter ou pas, mais le premier constat, il est quand même très positif. On n'attendait pas forcément Motorola avec quelque chose d'aussi clinquant, aussi sympa, aussi intéressant tout simplement, donc on est content. Voilà, c'est tout pour cette petite prise en main rapide. On aura des tests qui suivront sur le site de Frandroid, peut-être en vidéo en fonction de tout ce qu'on a à dire ou pas dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez rester connecté à tout ça. Vous avez tous les liens en description qu'il faut, donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, des boujous.